Bonjour à tous, bienvenue sur Le Bon Monde, le podcast qui vous aide à partir à la rencontre de votre être intérieur et à révéler vos pleins potentiels. Je suis Anaïs, sophrologue, praticienne Reiki et étudiante en naturopathie. Passionnée de bien-être, de développement personnel et de spiritualité, je suis convaincue de l'importance de prendre en compte l'individu dans sa globalité. Ma mission est de vous guider vers une vie équilibrée et vous donner des clés pour développer votre mieux-être au quotidien. À travers ce podcast, vous retrouverez des conseils en développement personnel, en santé holistique, afin de vous reconnecter à votre corps et votre esprit. Par le biais d'intervenants inspirants et compétents dans leur domaine, je vous ferai découvrir différentes techniques de médecine douce et holistique. Êtes-vous prêt à reprendre votre vie en main et à incarner votre pleine puissance? Si c'est le cas, je vous invite à suivre les épisodes à venir et vous souhaite une bonne écoute. Alors bonjour à tous, bienvenue sur ce 3e épisode de podcast. Ma première interview, j'espère que ce format vous plaira. Je tenais d'abord à m'excuser pour ma voix, donc je suis un peu malade en ce moment, j'espère que ça ne sera pas trop désagréable à l'écoute. Donc aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir Anaïs Pouchin pour que l'on parle du shadow work. Donc si vous vous demandez ce que c'est, vous allez le découvrir dans cet épisode. Donc bonjour Anaïs, bienvenue à toi et merci pour ta présence déjà sur ce podcast. Alors pourrais-tu dans un premier temps te présenter à nous dire peut-être qui tu es et ce que tu fais dans la vie? Alors merci à toi pour l'invitation. Tout d'abord, ça me fait énormément plaisir et ça me fait chaud au cœur. Donc moi je m'appelle Anaïs Pouchin, comme tu viens de le dire, et je suis coach de vie holistique, plus particulièrement puisque je me suis orientée vers un master spécialisé en physique quantique et en neurosciences pour vraiment avoir cet aspect holistique de la personne et pas non seulement peut-être physique comme on pourrait voir dans certains cas, qui est tout à fait OK. Et dans un second temps, je me forme en parallèle en breathwork et en hypnose pour vraiment pousser ce côté holistique qui me passionne fortement. D'accord, c'est génial, tu as plein de techniques dans ton sac, donc c'est top. Tu es spécialiste un peu, j'allais dire, du shadow work, on en avait parlé un petit peu ensemble en privé. C'était une méthode à laquelle je m'étais intéressée. Est-ce que tu peux nous la faire découvrir, nous expliquer exactement ce que c'est? Oui, alors le shadow work, c'est vrai que c'est une technique qui pour moi est fondamentale, surtout dans mon approche. C'est quelque chose que j'ai découvert lors de mes études et surtout lors de mon mémoire introspectif, donc vraiment pour pouvoir nous aider à comprendre au plus profond de nous qui on est. Et le shadow work, en fait, en français, on appelle ça l'ombre. Et c'est vraiment un terme qui a vu le jour au niveau des écrits de Carl Jung. Et un petit peu aussi au niveau de Freud, c'est vraiment à partir de là que le concept, en tout cas, est arrivé. Et pour faire assez simple, pour pouvoir en décrire un petit peu ce que c'est dès le début, c'est vraiment une métaphore sur qui on est vraiment. C'est vraiment en fait l'ombre, ce qu'on a caché, ce qui est un petit peu grisé de qui on est vraiment, ce qu'on a refoulé pendant notre enfance. D'accord, donc on a tous en fait une part d'ombre en nous qu'on doit découvrir finalement. C'est ça. Alors en fait, ce qui est extrêmement intéressant dans le shadow work, et du coup on a vraiment ce côté, par la traduction anglaise d'ombre, mais de travail de l'ombre, parce qu'en fait, effectivement, on a tous cette part d'ombre, mais on l'a refoulée. C'est pour ça que c'est assez complexe et qu'on parle de travail, parce que pour pouvoir la retrouver, ce dont on évoquera un petit peu ensemble, c'est pas si facile que ça. Parce qu'on a l'ego qui va venir rentrer, on a toute la partie consciente et subconsciente qui ne nous permet pas forcément d'avoir directement accès à notre inconscient. Et c'est initialement pour de bonnes choses, hein, c'est pour notre protection, parce que si on a refoulé ça, c'est qu'à un moment T, on estimait qu'il y avait nécessaire à le refouler. Et donc, aujourd'hui, le but, c'est vraiment de venir le retrouver. C'est un terme qui a assez tendance parce que quand on retrouve son ombre, quand on fait ce travail de shadow work, on peut vraiment retrouver sa propre essence et peut-être même parler de communiquer avec son âme si on est sur un plan un petit peu plus quantique et holistique, puisqu'on retrouve sa vraie essence, son vrai soi, sans tous les refoulements qu'on a pu avoir. D'accord. Pourquoi est-ce qu'il faudrait en fait qu'on se lance dans ce shadow work?
Alors, en fait, pour reprendre un petit peu le shadow work sur la conception elle-même, on parle aussi de persona. Si on regarde les écrits de Carl Jung, et ce persona, alors ça vient de l'étymologie prosopone en grec. Et en fait, pour expliquer un petit peu plus l'histoire derrière ça, c'était les masques qu'on utilisait dans les théâtres pour justement être acteur un petit peu et pouvoir changer de rôle à chaque fois. Et c'est vraiment ça, en fait, aujourd'hui. C'est un peu l'ego idéal dans un concept psychologique plus classique. C'est vraiment le fait de mettre un masque au niveau du moi social, de montrer qui on est, mais sans vraiment montrer l'intérieur de nous-mêmes. Et quand on a vraiment ces refoulements qui sont sans cesse répétés, on va même avoir parfois du mal à savoir qui on est vraiment de nous à nous. C'est-à-dire que ce masque, on va même plus l'enlever, on va le garder quand on va rentrer chez nous, on va le garder quand on va se retrouver face à notre compagnon, face à nos amis proches, au-delà de juste le côté social qui peut se retrouver par nos collègues de travail, par des individus classiques qu'on peut croiser dans la rue quand ils nous titillent, quand ils nous énervent, etc. Et en fait, en se déconnectant complètement de qui l'on est et en bourrant notre moi de refoulement et en nourrissant du coup notre ego, on va se retrouver complètement bloqué. Et donc, pourquoi faire exactement du shadow work? Et ben, en fait, ça reste simple par rapport à cette explication-là. C'est vraiment pour savoir qui on est vraiment et peut-être pour pouvoir aussi contrer tous ces refoulements qui nous sont arrivés, qui ont été conscients ou non, puisqu'on va le voir juste après. La plus grosse partie des refoulements se fait dans notre petite enfance. Donc à ce moment-là, on ne choisit pas est-ce que je veux refouler et est-ce que je ne veux pas refouler. Malheureusement, c'est un peu automatique. Et le problème, c'est que quand on va avoir énormément de répressions comme ça qui sont répétées, on peut se créer des addictions, par exemple. Donc voilà, des addictions à la drogue, on peut se créer des troubles du comportement alimentaire, puisqu'en fait, ça va être nos émotions exacerbées qui vont venir nous donner des messages autrement, puisque de manière consciente, on n'a plus accès à ces informations-là, on n'arrive plus à savoir où se positionner, et donc du coup, ça vient sortir comme une cocotte minute de manière encore plus forte. Oui, d'accord. Est-ce que du coup finalement on peut définir ça comme un outil d'introspection et de développement personnel? Tout à fait, c'est exactement ça. C'est vraiment un outil, alors que personnellement j'aime utiliser avec mes coachés, parce que c'est vraiment ce qui nous permet de creuser et d'aller au-delà du concept de l'ego. Oui, qui est difficile à dépasser, hein, disons-le. Du coup, comment on peut faire pour se préparer? Parce que j'imagine que quand on fait ce type de travail au plus profond de soi-même, on peut être un peu bouleversé, bousculé, etc. Comment on peut faire? Alors, ce qu'il faut savoir pour pouvoir se préparer, c'est que dans un premier temps, l'ombre qu'on se crée, les refoulements qu'on se crée, viennent de notre environnement extérieur. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, ça se forme vraiment quand on est petit. Et donc, du coup, il y a trois grandes catégories, entre guillemets, qui favorisent l'ombre, donc la création de l'ombre qu'on veut ensuite éliminer. Donc, ça va être tout ce qui est attrait au familial, à l'environnement familial. Donc, ça peut être nos parents, mais si on a été, par exemple, plus souvent sollicité ou éduqué par nos grands-parents ou n'importe quel membre de la famille, ça va être vraiment cette personne-là. Ça va être également sur un point éducationnel, donc là, au niveau de l'école. Donc, que ce soit nos professeurs, nos mentors, des professeurs peut-être de sport ou de musique, en tout cas tout ce qui a joué sur notre éducation. Et également ce qui est national. Donc ça va jouer avec notre culture, avec nos origines, avec le pays dans lequel on a évolué pendant notre enfance. Donc par exemple, ça peut être des interdits liés à des choses qui peuvent être choquantes au niveau du corps de la femme, au niveau de peut-être des choses qu'on a le droit de pas faire ou pas faire au niveau des sexes, au niveau du genre, au niveau des relations. Voilà. Et tout ça, ça va venir nous former. Et pourquoi aussi on crée cette ombre, c'est dans le but d'être aimé. L'amour, c'est vraiment le sentiment numéro 1 aujourd'hui et depuis toujours qui nous anime. Et en fait, c'est vraiment cette notion petite de vouloir être aimé. Et pour vouloir être aimé, je vais refouler des choses que j'aimerais personnellement, mais que ce n'est politiquement pas, ou en tout cas pas dans mon éducation, acceptable.
Et donc, du coup, je vais venir refouler ça pour ne pas être rejetée, pour ne pas être mis à l'écart et pour qu'on m'aime. Et donc, du coup, la première chose à faire, ce serait de se donner un peu d'amour pour pouvoir progressivement casser cet ego et venir commencer à prendre conscience des choses. Très bien. Du coup, si moi, demain, j'ai envie de m'engager dans une démarche de shadow work, donc je dois commencer par cultiver, du coup, l'amour de moi-même. Et comment je vais faire pour reconnaître concrètement mes zones d'ombre ? Alors, pour reconnaître ces zones d'ombre, il y a différents moyens, il y a différents chemins, en fait, pour pouvoir y avoir accès. Dans un premier temps, le chemin le plus simple et qui est très accessible, surtout sur Internet, ou en tout cas, voilà, si on commence à s'y intéresser un petit peu, dans les livres également, c'est le journaling. Donc, en fait, c'est le fait d'écrire, de répondre à des questions pour pouvoir un petit peu tâter le terrain, savoir ce qu'on a potentiellement refoulé, qu'on se reconnecte au nous il y a plusieurs années, hein, quand l'ombre a commencé à se créer. Donc ça remonte quand même souvent assez loin, puisqu'on on parle à peu près d'une période entre 3 et 12 ans. D'accord. Sur la formation de l'ombre, après qui peut s'étendre ou peut être un peu plus précoce, mais voilà, on est vraiment sur cette période-là, donc on est quand même sur des choses qu'on a refoulées et qu'on a mis de manière inconsciente, donc on n'a pas forcément accès directement à se dire « Ah, c'est ça que j'ai décidé de refouler à ce moment-là quand j'avais 3 ans ». Donc c'est vrai qu'il faut quand même assez creuser avec des questions. Et en répondant à ces questions, on peut comprendre déjà un petit peu comment l'ombre s'est formée. Enfin là, ça me vient comme ça, mais est-ce qu'il est mieux peut-être de se faire accompagner parfois parce que, comme tu dis, c'est des choses qui sont refoulées dans l'enfance, etc. Parfois, il y a des choses graves qu'on puisse passer et qu'on a complètement refoulées. Est-ce que du coup, il vaut mieux être accompagné ? Alors totalement. Moi, je suis vraiment dans cette optique d'accompagnement pour l'ombre parce que, comme je t'expliquais juste avant, il y a vraiment cette querelle avec l'ego qui fait que l'ego est assez fort et nourri depuis des années maintenant quand on commence à s'intéresser au shadow work. Et en fait, surtout pour le premier chemin, donc les questions, le journaling dans lequel on est en train d'expliquer maintenant, on est vraiment sur des questions qui vont creuser, qui peuvent faire mal, piquer l'ego. Et du coup, sans accompagnement, si vraiment on n'a pas cette volonté profonde de briser l'ego, il se peut que ce soit l'ego qui réponde et non pas le vrai nous, et que du coup, on entretienne un travail de surface. D'accord. Alors qu'en étant accompagné, on a vraiment ce côté un peu confrontant et bienveillant du coach, ce côté accompagnant par tout thérapeute holistique, ou par toute méthode aussi de sophrologie, de professeur de méditation, d'hypnose qu'on va voir juste après, qui est plus axé sur un travail d'enfant intérieur aussi. Ah oui, c'est très intéressant, effectivement, de travailler sur ça. Du coup, concrètement, quel type de support on peut utiliser ? Donc, tu as parlé du journaling. Si on veut s'engager dans ce travail, quel type de support on peut utiliser ? En plus du journaling ? Oui. On va avoir l'humour. Donc l'humour, c'est assez particulier. En fait, ce qu'il faut comprendre vraiment dans l'ombre, c'est que comme c'est des choses qu'on avait en soi, qu'on voulait en soi, mais qu'on a dû refouler pour pouvoir être aimé, il est important de comprendre les choses qui vont venir nous piquer ou les choses qui, de manière subtile, vont nous en apprendre plus sur nous. Et l'humour, ça va vraiment être ça, dans le sens où ce sur quoi on peut rigoler peut montrer de manière subtile notre personnalité. Et au contraire, ce dont on s'empêche de rire de manière assez extrême, on n'est pas sur quelque chose qui nous fait rire et après on passe à autre chose. Mais si par exemple, je sais pas, un humour sur voilà, des choses qui nous blessent intérieurement ou dans lesquelles on se sent attaqué, etc., peuvent nous montrer des choses qu'on s'empêche de faire, des choses dans lesquelles on a eu des blessures et sur lesquelles on peut travailler. Donc l'humour est un bon support pour ça. On a aussi la phrase en psychologie, l'interlocuteur émet une blague et puis ensuite il dit « non, je rigole ». Et en fait, le « non, je rigole » peut être sincère sur le plan de la conscience, mais inconsciemment peut venir dire aussi quelque chose. Une part de l'ombre qui a envie en fait, de s'exprimer. C'est ça. J'imagine que tu as du coup bien approfondi ce travail-là. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment est-ce que tu l'as vécu ?
Alors, c'est c'est délicat de parler de soi à ce niveau-là, puisque, comme on l'explique, il y a vraiment ce côté de casser l'ego, de venir aller au-delà. Et quand on est sur une brisure de l'ego, forcément, au début, l'ego se débat. Et on est dans ce côté assez profond, assez noir. On parle de nuit noire de l'âme dans un côté un petit peu plus énergétique, où vraiment on va venir tout remettre en question pour pouvoir avoir accès aux informations qu'on a longtemps cachées à soi et aux autres. Donc au début, on n'est pas forcément dans une phase assez joyeuse, mais c'est bon signe. D'accord. C'est-à-dire que là, on va vraiment venir travailler des choses qui peuvent nous faire du mal, des choses qui nous remettent en question, des choses qui nous rapprochent un petit peu plus de qui l'on est. C'est pour ça, encore une fois, que je souligne le fait que tu parles d'accompagnement, parce que psychologiquement, pour certains, ça peut être assez dur. C'est pour ça que, selon moi, c'est quand même un travail à faire encadré de professionnels, ou en tout cas un soutien affectif au niveau de son cercle social assez fort, de prévenir. Mais tout comme développement personnel finalement, de dire voilà, je travaille sur moi cette année, je fais de l'introspection, c'est comme toute introspection, je vais venir creuser des choses, je peux être plus sensible à certains moments, je peux avoir besoin d'être seule à certains moments et c'est ok. Je travaille sur moi pour du mieux et donc du coup je vais passer par des phases où potentiellement j'aurai besoin de ça. Donc ça c'est la première chose à faire. Et la deuxième chose à faire, c'est que ça apporte énormément, sinon on ferait pas tout ça. C'est que dans un premier temps, je me suis plus retrouvée. Donc de manière un peu plus brute, je vais l'expliquer à travers le professionnel et à travers le social, où j'arrive à tolérer des choses que je n'arrivais pas à tolérer avant, en ayant fait ce travail. Donc ça peut être par exemple l'impatience que je pouvais avoir à ce moment-là. J'étais quelqu'un qui avait besoin que tout le monde soit tout le temps à l'heure, que voilà, tout soit toujours carré, que les choses arrivent. Et en fait, ça venait travailler chez moi cette polarité de je ne me permettais pas un jour d'arriver en retard, je ne me permettais pas de lâcher prise. Donc on a vraiment cette polarité qui nous permet de comprendre sur nous et de, dans un même temps, améliorer ses relations sociales et professionnellement parlant pour moi avec mes coachés. Parce qu'en fait, quand on travaille en tant que professionnel dans un secteur où on accompagne des gens, ou en tout cas dans l'aide à la personne, ou tout métier qui va susciter du public, on va avoir tendance à faire des projections. Et ça, c'est le dernier point qui pour moi est la voie clé pour trouver l'ombre, c'est d'identifier les projections. Les projections, qu'est-ce que c'est ? C'est l'effet miroir finalement. C'est-à-dire que ce qu'on va reprocher aux autres, c'est ce qu'on est, nous, en train de nous reprocher. Et par exemple, si je reprends mon exemple sur l'arrivée à l'heure, je vais par exemple être titillée par un de mes coachés qui va avoir 5 minutes de retard alors que moi, je me permets pas d'être en retard pour eux. Et en fait, en faisant ce travail de shadow work, je vais prendre ma responsabilité, mon autonomie envers moi-même et ne plus accuser l'autre. Donc me dire, ok, quand je suis dans ce fonctionnement d'accuser l'autre, quel est le message précieux que ça vient dire sur moi ? Et là, ça venait de me dire, ralentis, accepte qu'on ne peut pas tout contrôler et comprends, cultive ton empathie. Et du coup, ces projections-là permettent de venir comprendre l'ombre, les interdits qu'on a depuis l'enfance, pour venir rééquilibrer. Le but de l'ombre, c'est pas de tomber dans l'excès de l'autre côté. C'est vraiment de comprendre par l'autre ou par soi, donc par les questions ou par exemple par les projections, l'humour, ça peut être aussi les fantasmes. Sur un plan plus holistique, on peut parler de rêves aussi. Freud qui en parle beaucoup. Les rêves, si par exemple dans nos rêves, on a une figure autoritaire qui vient nous pointer du doigt en nous disant tu travailles mal, tu n'étudies pas assez, peut-être que ça vient justement rééquilibrer les deux pôles, soit d'être trop laxiste ou soit d'être trop studieux justement et de venir relâcher pour rééquilibrer. L'ombre, c'est pas négatif en soi. C'est pas parce qu'on rentre dans un état un petit peu plus morose au début et qu'ensuite ça nous élève que l'ombre est quelque chose de négatif en soi. C'est un outil d'introspection qui nous aide à s'élever, c'est un outil de développement personnel comme tu disais.
Donc c'est pour nous développer personnellement, c'est pas pour venir nous détruire, bien au contraire. Oui, c'est pas parce qu'il y a le mot ombre que c'est négatif, mais dans la manière dont tu l'amènes, on voit bien que, enfin si je puis me permettre, je sais pas si c'est une bonne métaphore, mais c'est finalement trouver sa part d'ombre pour aller vers la lumière justement et cet outil de transformation de soi. C'est totalement ça. C'est vraiment, dans le développement personnel, on a ce côté introspection. Quand on parle de développement personnel, j'ai beaucoup de mes coachés qui me disent, voilà, je veux travailler sur moi, je veux aller profond, je veux venir éplucher les couches et les couches de l'oignon qu'il y a. Et en fait, je leur explique que le développement personnel, c'est pas que ça. Le développement personnel, c'est pas venir tout remettre en question tout le temps. C'est aussi rentrer dans des phases d'acceptation, de rentrer dans des phases d'amour, de rentrer dans des phases de protection aussi, de valeur. Et c'est vraiment de venir, en fait, balancer les deux. C'est-à-dire que des fois, je récupère des coachés qui ont fait énormément d'introspection et qui me disent, je me connais, je suis à fond. D'accord, mais tu es là aujourd'hui. Donc c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et en fait, en creusant, on se rend compte qu'à force de faire tellement d'introspection, d'être dans ce new age, de cette mode de développement personnel, on n'a plus cette balance de je creuse, mais j'ai plus rien pour me ressoulever derrière. Et en fait, c'est ce qui peut créer des dépressions, ce qui peut créer des burn-out, des nuits noires de l'âme, de rentrer dans des phases où on n'arrive plus à avoir cet élan pour repartir. Et en fait, en coaching, on a vraiment ce cercle en fait, de mouvements qu'on peut avoir dans différents cercles. On a le cercle de vie du chamanisme, on a différents cercles qui sont exprimés dans différents domaines. Et nous, ce cercle en coaching, on passe vraiment sur 4 phases. On a la phase d'élan, la phase de stagnation. Donc en fait, on vient de réussir notre objectif. Alors qu'est-ce qu'on fait? C'est un peu compliqué. Et donc du coup, on va venir accuser l'autre. Donc par exemple, en couple, ça peut être le mariage. On vient de se marier, bon, mon mari n'est plus comme avant, alors je l'accuse. Ensuite, on peut reprendre cette boucle, ou sinon, on peut descendre et se dire, non, je découvre le développement personnel, c'est moi le problème, mais s'arrêter là. Au lieu de, c'est moi le problème, mais qu'est-ce que je fais? Quelle action je vais poser? Qu'est-ce qui va me mettre en énergie? Et souvent, la voie, c'est l'acceptation et l'amour. L'amour, le centre de tout, finalement. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Du coup, Anaïs, est-ce que tu peux nous dire, une fois qu'on a travaillé sur cette ombre, est-ce qu'elle peut revenir? Enfin, comment ça se passe? Alors effectivement, l'ombre qui est vraiment basée sur des traumatismes peut revenir justement si on est sujette à d'autres traumatismes ou en tout cas à des éléments déclencheurs qui peuvent nous rappeler des anciens traumatismes qui peuvent être encore fragiles, par exemple. Ce qui est important, c'est de comprendre quand l'ombre arrive à un point qui a besoin de travail, un point vraiment assez important, assez influent dans notre vie, qui a besoin aujourd'hui qu'on se dise « Ah, ok, là, il y a besoin que je revienne sur mon travail d'ombre, peut-être que je réponde à quelques questions pour venir comprendre un peu ce qui me titille, que je fasse plus attention à mes projections, à mon humour, mes rêves, voilà, selon la technique qu'on préfère. » Et la manifestation de l'ombre, elle va se présenter donc sous forme de différents domaines. Le domaine affectif, donc là, c'est assez simple de le trouver, notamment dans le couple ou en tout cas dans le cercle amical proche. Si on commence à avoir des relations succinctes qui sont vraiment très difficiles, on commence à perdre tous nos amis, ou que dans notre couple, il y a des disputes sur des disputes sur des disputes. Là, ça peut être intéressant de venir creuser un petit peu. Si on est tout le temps sur la défensive, la réactive, ou qu'on prend les choses de manière assez dramatique, qu'on extrapole un petit peu tout, là, c'est intéressant aussi de venir comprendre un petit peu où on en est dans notre chemin de vie. Si on s'éloigne des émotions, si on a du mal à les écouter, si on se coupe totalement d'elles ou si on les vit en excès aussi. On a eu cette notion d'hypersensibilité qui est arrivée récemment, où maintenant on peut poser des diagnostics aussi. Mais pour moi, ce serait intéressant de venir travailler sur son ombre quand on est vraiment sujet à ce type de choses, pour venir comprendre qu'est-ce que les émotions viennent nous dire. C'est encore un autre débat, mais les émotions sont vraiment vectrices de messages. Elles sont au rythme de 4. La colère, la tristesse, la peur et la joie. Tout le reste, ce sont des sentiments, des choses qui sont vues et perçues par nos filtres. Et quand on a du mal à se reconnecter aux 4 émotions de base qui sont neutres, pas négatives du tout, là, je pense qu'il est important de venir travailler sur son ombre, ou en tout cas de venir faire un chemin introspectif, quel qu'il soit.
Quelles questions doit-on se poser pour effectuer ce travail ? Alors, toutes les questions finalement qui vont être sujet à l'autre et à soi en termes de projection. Par exemple, une des questions que tu peux te poser, donc ce sont des questions qui sont quand même assez profondes, que tu ne réponds pas en 1 minute. C'est-à-dire que la réponse qui te vient directement, c'est souvent l'ego qui y répond. Donc c'est intéressant que tu te poses par exemple cette question dans la journée, le matin, et que le soir tu reprennes ton carnet et que tu essayes de répondre encore et encore. Ou que les questions que je vais te dire, tu te les poses plusieurs fois. C'est-à-dire que tu lis la question, tu réponds, tu relis la question et une autre réponse va te venir. Donc par exemple, ça peut être quels sont les aspects de votre personnalité que vous aimez que l'on dise de vous. D'accord. Ça peut être par exemple quelle situation vous met mal à l'aise, vous provoque de la honte. Ça peut être également quel est le trait de caractère qui m'irrite le plus chez autrui. Donc là, on est sur de la projection. Ce qui m'irrite chez l'autre et finalement ce que j'ai en excès, du pôle positif ou négatif, même si j'aime pas la question de polarité, chez soi. Ça peut être également quel sujet de discussion avez-vous tendance à éviter, vous met mal à l'aise. Que ce soit au repas de famille par exemple, ou que ce soit au niveau du travail. Quels sont les interdits qu'on s'empêche de dire, dans lesquels on ne veut pas prendre part. Ça peut être également en termes de projection assez simple. Celle-là, c'est quelle est la chose que je déteste le plus chez mon compagnon, chez ma famille, chez mon boss, chez mon collègue, chez mon ami. D'accord. Et cette notion de détester, c'est vraiment quelque chose qui nous agace, qui peut créer des tensions, qui peut créer des choses qui, en tout cas, à l'intérieur de nous, ne passent pas en 1 seconde. Parce que les émotions, qui viennent du latin emovere, c'est mouvement, c'est-à-dire que ça part, ça vient. Les sentiments, ou en tout cas les états d'âme, c'est des choses qui restent, c'est des choses qui... On vient de se disputer avec, par exemple, son compagnon. Bon, voilà, on a réglé les choses, ça part, c'est OK. Mais quand ça revient sur le tapis 1 fois, 2 fois, 3 fois, ou que le soir, on a encore mal alors que la dispute est réglée, là, c'est qu'il y a des choses que ça vient dire sur nous. Et donc, c'est tout le travail de l'ombre. La dernière question, ça peut être aussi, par exemple, quelles situations vous font réagir et vous mettre sur la défensive. D'accord. Écoute, merci pour cette liste de questions. Je la mettrai en description du podcast pour que les personnes puissent éventuellement se les poser. Là, quand tu m'as présenté cette liste de questions, je me suis dit, quand on fait ce travail, ça doit être difficile aussi de ne pas faire d'interprétation. D'où la nécessité, je pense, d'être accompagnée parce que si je fais ce travail seule, je peux très vite interpréter mes propres comportements. Alors, c'est aussi intéressant, cette notion d'interprétation, puisque ça veut dire qu'on rentre à l'encontre au nom de l'ego, puisqu'on est vraiment dans ce côté d'analyse. Et le fait qu'on comprenne vraiment l'essence même de l'ombre, donc le fait que ce soit des croyances limitantes, que ce soit des interdictions qui ne viennent pas de nous. En fait, souvent, quand on rentre vraiment dans le cœur du sujet du travail de l'ombre, et que l'ombre est rattachée à ce qu'on nous a imposé, entre guillemets, ou ce qu'on a cru être imposé dans l'enfance, parce que souvent c'est ce qu'on a cru pour être aimé, on arrive très vite à trouver à qui appartient cette ombre-là. C'est-à-dire qu'on arrive très vite à comprendre, ok, ça c'est ma mère en fait, ça c'est mon professeur de danse, ça c'est... je sais pas, dans le code de liberté, égalité, fraternité. Donc, je suis obligée d'être toujours dans cette notion de fraternité, alors je ne pense pas à moi, parce que la France et que je suis très compatriote, etc., etc. Donc, on arrive à rattacher, ce qui nous permet d'éviter un peu ces interprétations un peu folles, entre guillemets, parce qu'on a vraiment des faits concrets. Et ensuite, quand on comprend que l'ombre, c'est que des interdictions qu'on arrive à comprendre avec des projections, finalement, c'est aussi factuel. C'est-à-dire que l'autre nous énerve pour telle raison, donc ça nous renvoie à nous. C'est factuel. C'est-à-dire qu'on n'aime pas ça, ça veut donc dire chez nous qu'on a besoin de lâcher du zèle sur tel côté, ou en tout cas de nourrir tel côté pour venir rééquilibrer. C'est ça qui nous empêche de partir trop loin ou d'interpréter des choses qui peuvent être faussées par notre ego, ou par notre conscience qui est un peu en querelle avec cet inconscient, c'est vraiment de se dire ce qui est en projection, c'est ce que j'ai en moi. Et le plus dur, c'est pas les interprétations, en tout cas d'avoir peur de mal interpréter ou ce genre de choses, c'est d'accepter, encore une fois, qu'on a ça
en nous. Parce que là, on a pris des sujets qui sont assez simples, mais on parle vraiment de sujets qui nous irritent profondément. Et dans les sujets actuels, on a, face au Covid, face au vaccin, face au terrorisme, des choses qui peuvent nous excéder totalement. Et de dire qu'on a cette part en nous, c'est difficile à comprendre et c'est difficile à transposer. C'est pas parce qu'on peut être choqué, par exemple, pour un terrorisme, que ça veut dire qu'on a cette part de tueur en nous. Bien au contraire. On n'est pas du tout dans des extrêmes. Mais c'est de se dire que peut-être on est tellement pacifiste que parfois on a besoin d'être un petit peu plus meurtrier dans le sens, par exemple, de penser à soi. Ça peut être, par exemple, de ne pas donner de service si tu n'as pas envie de donner de service, de savoir dire non. Oui. Ça peut être ça, c'est vraiment très subtil. On n'est pas sur un fait de je n'aime pas les terroristes, donc je suis une terroriste, donc je suis Brigitte Bardot, etc. C'est transposé après sur ses faits à nous personnels. Bien ça sûr. Peut être de ne pas savoir dire non, ça peut être voilà, ce genre de choses. Hein. Oui, bien sûr. Non, je comprends. Super. Est-ce que du coup, tu aurais peut-être des pistes de lecture à approfondir si ce sujet intéresse les auditeurs ? Oui, bien sûr. Alors, il y a Jung, forcément, Carl Jung, qui est l'un des maîtres à ce niveau-là et qui est passionnant. On a également une de ses disciples qui s'appelle Marie von Franz, V-O-N-F-R-A-N-Z, donc il y a un espace entre les deux, qui a d'ailleurs écrit un livre, Les reflets de l'âme, qui est excellent à ce sujet-là. Et ensuite, pour une lecture peut-être un petit peu plus simple à aborder, que j'ai énormément étudié lors de mes cours, c'est de Jean Montbourquette, et qui s'appelle « Apprivoiser son ombre ». Donc c'est un petit livre de poche qui est assez facile d'accès et qui pour le coup explique de manière un peu plus profonde qu'on vient de le faire ici forcément les concepts de Carl Jung avec un petit peu de Freud aussi à l'intérieur. On peut évidemment lire les écrits de Freud, mais vraiment ce concept de l'ombre, comment ça se met en place, comment faire. Et d'ailleurs il y a certaines des questions que j'ai citées qui sont à l'intérieur, plus beaucoup d'autres questions si jamais on veut commencer progressivement à travailler sur son ombre. D'accord. Bah, écoute, pareil, je mettrai du coup la liste de ces livres en description du podcast. Est-ce que tu aurais un dernier petit conseil, même général, à nous donner ? Alors, un petit conseil, je dirais ne pas être trop dur envers soi-même, que tout est timing divin. Donc, c'est-à-dire que quand on rentre dans le développement personnel, il ne faut pas être trop dur. Je vais être vraiment dans ces mots-clés d'acceptation et d'amour pendant ce podcast. Envers les autres, c'est assez simple parfois, mais envers soi, quand on rentre dans un développement personnel et dans une introspection, il faut être assez doux, laisser le temps au temps. Et parfois, la meilleure chose à faire, c'est de ne rien faire. Donc, de vraiment venir laisser ce temps pour soi, de ne pas hésiter à se faire aider par des coachs qui sont qualifiés, par des sophrologues, par des hypnothérapeutes, par toutes techniques alternatives qui peuvent venir aider à se reconnecter à soi, à casser au fur et à mesure l'ego aussi, parce qu'au plus on fait cette brisure de l'ego, au plus c'est simple de travailler son ombre ou tout autre exercice qui soit, d'essayer plusieurs techniques. Là, pour l'ombre, j'ai donné diverses techniques pour pouvoir les analyser, mais on peut aller encore plus loin, on peut essayer l'hypnose, on peut essayer la sophro, des méditations pour se reconnecter à son enfant intérieur, pour voir ce qu'il a à nous dire sur des blessures qu'il ait pu avoir, et de vraiment être dans la communication. La communication, c'est pas parler. La communication, c'est exprimer ses besoins, exprimer ses émotions. C'est pas juste parler avec l'ego. C'est vraiment d'être authentique pour pouvoir avoir accès à un soi plus authentique et ainsi de suite. Ça fait boule de neige. Et en faisant ça, on accepte ses failles et du coup, les autres nous acceptent tel qu'on est et souvent, tout va encore mieux. Super, merci beaucoup pour ces jolies paroles et merci du coup pour toutes tes explications. J'hésiterai pas du coup à vous laisser en description du podcast les réseaux ou retrouver Anaïs, etc. Donc vous pouvez la retrouver sur son Instagram. J'en profite pour te dire que tu es très inspirante sur ton compte. On y retrouve d'ailleurs une méditation. Tu avais fait une méditation qui était très intéressante à faire. Donc je vous invite à aller regarder tout ça. Et merci beaucoup, merci à toi.
Merci à toi. C'était un plaisir de venir sur ton podcast pour pouvoir parler d'un sujet qui me tient beaucoup à cœur. Avec plaisir. À bientôt. Merci pour votre écoute. J'espère que ce podcast vous plaît. N'hésitez pas à le partager autour de vous, à le diffuser sur les réseaux sociaux. Vous pouvez également me laisser une note ou même un commentaire. C'est ce qui me permet de savoir si ce contenu vous plaît. Et cela me ferait également plaisir d'échanger avec vous. Pour cela, n'hésitez pas à me retrouver sur Instagram @anaïsinthemood. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous.